Il s'agit d'associations qui œuvrent pour faire en sorte que les paysans, notamment bio, puissent vivre de leur production. Les membres de l'association passent des contrats annuels avec ces paysans et s'engagent sur des achats hebdomadaires. Il s'agit donc de groupements d'achats à visée sociale. On en dénombre à peu près 1600 en 2012, rassemblant 50 000 familles, soit 200 000 personnes. Les SEL, apparus au début des années 1990, se définissent comme des associations qui échangent localement des services, des connaissances et des biens sans une somme monétaire. Ces échanges sont exprimés en une unité de compte, par exemple l'heure d'activité comme un cours de piano contre une séance de jardinage. On estime que les SEL concernent environ 400 000 personnes en France. Les accorderies sont une forme de SEL qui revendique d'un modèle et d'un label importés du Canada. Elles sont autonomes par rapport aux SEL, ces derniers étant fédérés au sein de l'association SEL-IDER. Les AMAP, SEL ou accorderies s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. La plupart utilisent Internet pour héberger le catalogue des services disponibles dans les SEL locales, mais cet usage reste limité. Et surtout, le net ne contribue pas à agréger les opportunités d'échange à une échelle plus vaste que le niveau local. Dans toutes les démarches de pair à pair collaboratif, il y a des déterminants récurrents. Le premier est l'esprit de collaboration. L'homme n'en est pas dépourvu. Certains disent même qu'il s'agit d'une de ses caractéristiques spécifiques. Le deuxième déterminant est l'attente de réciprocité. Plus précisément, c'est l'un des ciments de l'esprit collaboratif, cette ardente obligation que l'on s'impose lorsqu'on bénéficie de l'effort ou du soutien de l'autre, et de lui rendre cet effort ou ce soutien. La réciprocité intervient aussi dans l'échange marchand. On donne de l'argent contre quelque chose d'autre, mais elle est en quelque sorte anonymisée. Il n'y a aucun lien qui se noue entre le vendeur et l'acheteur. Aucune confiance mutuelle. Ce n'est pas le cas des échanges dans le pair à pair collaboratif. Un troisième déterminant évoqué à la fin de la partie 1, c'est la gestion collective dite en commun, qui est aussi un des fondements de l'économie sociale et solidaire. Dans le cas des initiatives de consommation en pair à pair collaboratif, la taille relativement modeste des initiatives fait que les problèmes de gouvernance sont assez mineurs, voire inexistants. Enfin, le quatrième déterminant, lui aussi déjà évoqué, est la mise en commun de ressources, les compétences ou les biens que l'on possède comme base d'échange, mais aussi des résultats. Les gains éventuels sont distribués. Cette volonté de partager est en quelque sorte l'expression de la réciprocité généralisée au sein de la communauté. En économie standard, on suppose que l'individu est avant tout égoïste et que la coopération n'est intéressante que si on y trouve son compte. Lorsqu'il s'agit de construire un bien commun, c'est-à-dire un bien dont l'usage est partagé par tous, il y a le risque d'avoir trop de passagers clandestins, des personnes qui consomment ce bien commun sans contribuer à le produire, sans participer à l'effort commun. C'est ce que Hardin a appelé la tragédie des biens communs. C'est exactement ce qui est arrivé aux habitants de l'île de Pâques, une civilisation suffisamment avancée pour produire les immenses statues qui en sont le dernier vestige, mais qui a surexploité les forêts, détruisant peu à peu l'écosystème de l'île et n'ayant donc plus rien à manger. Elle a fini par disparaître. C'est d'ailleurs ce qui pourrait arriver à l'humanité si l'on n'y prend pas garde, avec le dérèglement des climats et la surexploitation des ressources, comme l'eau par exemple. Un moyen de prévenir cette tragédie est que la communauté soit vigilante et détecte rapidement les passagers clandestins afin de les forcer à coopérer. Mais le paradoxe d'Olson nous dit que plus la communauté est nombreuse, plus il sera difficile de les détecter et donc plus la coopération a toutes les chances de s'évanouir. Or, depuis l'arrivée d'Internet, nous assistons à une multitude de cas où le paradoxe d'Olson est pris en défaut. Ce sont tous les exemples de projets coopératifs qui vivent et embellissent au point de faire croire qu'avec le numérique, on pourrait arriver à une autre organisation sociale possible et beaucoup plus collaborative. Mais il y a certaines conditions à respecter pour cela.
D'abord, le numérique contribue à produire et fait circuler de la connaissance ou de l'information qui, par essence, sont des biens publics communs, sauf si la société décide de leur affecter des droits privés. En économie, on dit que la connaissance est un bien non rival et non exclusif dans son usage. C'est la définition du bien public. De plus, avec sa faculté de copier et de diffuser à large échelle l'information et la connaissance stockées sous forme numérique, Internet a provoqué une véritable révolution, car il a mis à mal les systèmes de privatisation de la connaissance et de l'information, comme les brevets et droits d'auteur, qui ont certes leur justification, mais sont techniquement vulnérables face aux potentialités de reproduction du numérique.